Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Bonjour à tous, nous sommes ensemble durant ces 2 heures sur Sud Radio et je vous propose qu'on fasse le point sur ce qui compte vraiment lors d'une relation sexuelle entre 2 êtres qui s'aiment. Si je donne cette précision, c'est parce que le sujet du jour, c'est l'érection. Quelle est son importance pour les 2 partenaires ? Parce que, en effet, l'érection, c'est sans nul doute le moyen de permettre aux 2 corps d'entrer en fusion, puisque seule l'érection permet une introduction d'un corps à l'autre. Et si je précise cela, c'est bien parce qu'on entend maintenant, ici ou là, des féministes qui prétendent que l'érection n'est pas nécessaire. Alors certes, ce n'est pas une absolue nécessité pour chaque rapport, mais mon expérience d'écoute m'a permis de réaliser que pour les hommes, ne plus bander, c'est une réelle catastrophe, et c'est pas mon invité Eric Haller qui me dira le contraire. Et pour les femmes, c'est une sorte de nécessité que de sentir en elles le pénis de l'homme qu'elles aiment. Alors on va en parler ensemble, et puis surtout, et c'est ça quand même la bonne nouvelle, Eric Haller, mon invité, pourra vous rassurer puisqu'il existe de nombreuses possibilités pour pallier les pannes d'érection. En tout cas, votre avis m'intéresse plus que jamais, donc je vous invite à venir nous rejoindre. Et puis si vous avez des questions à poser à Eric Haller pour trouver une solution à votre manque d'érection, notre numéro c'est le même, 0826 300 300. Bonjour Eric Haller. Bonjour Brigitte Lahaie. Alors est-ce que vous êtes au courant de cette polémique aujourd'hui qui considère que la pénétration c'est une agression faite aux femmes? Oui, j'entends les journaux et la presse, oui. Et certains réseaux sociaux, mais pas beaucoup je trouve, comme tout le monde. Après, comme souvent dans ces idées comme ça, qui surgissent un peu comme des champignons les matins d'automne, il y a ces manifestations d'opinion, et puis il y a les gens, quoi. Il y a les gens, leur vie, leurs aspirations, leurs souhaits. Alors c'est toujours intéressant, je trouve, de poser la question, de toute façon. Je vous la pose. Vous la posez. Quelle est la place de la pénétration dans les relations sexuelles? Qu'est-ce que peut en dire un médecin, un chirurgien qui reçoit pendant tout son exercice professionnel des hommes qui consultent pour des problèmes d'érection, donc aussi parce qu'ils ne peuvent pas pénétrer. Je dis bien aussi. Oui, j'entends bien. Voilà, on va glisser donc de la pénétration à l'érection. Évidemment, il y a un rapport évident, anatomique entre les deux. Mais si on déplace la question du côté de l'érection, il y a une chose qui est en train d'apparaître dans les pratiques globales et je pense, dans la manière que la société a, mais surtout va avoir dans les années qui viennent, de regarder l'érection. On va passer d'un domaine strictement sexuel à un domaine de la santé plus globale, mais je dirais même au-delà de la santé, de la représentation du corps. Et donc on est en train de finalement de dire que la question de l'érection n'est pas uniquement celle de la relation sexuelle. C'est-à-dire que quand un homme vient consulter en disant je n'ai pas de problème, j'ai au contraire des problèmes d'érection, parfois avec sa compagne ou son compagnon, la phrase qui vient après, il y a les problèmes de relations sexuelles que ça pose, mais c'est surtout une question de représentation de soi. Bien sûr. Aussi bien pour les hommes que pour leurs partenaires. C'est-à-dire que... Rappelons quand même que ça s'appelait l'impuissance. À une certaine époque, le mot est totalement sorti du langage courant, mais un homme qui ne bandait pas, c'était un impuissant. Et c'est quand même symboliquement, on comprend bien ce que ça peut faire à un homme de ne plus avoir d'érection. Ce que vous dites est très très intéressant, et moi je ne pense pas que le terme soit sorti du langage. Parce que si vous faites sur Internet impuissance et dysfonction érectile, qui est le terme savant qui est en place, vous avez beaucoup plus d'entrées Internet avec le terme impuissance qu'avec dysfonction. Et pour ma part, je demande toujours à mes patients 3 mots qui décrivent leurs problèmes. Et très très souvent, le terme d'impuissance revient. Parce qu'il décrit complètement l'état d'esprit dans lequel psychologie dans laquelle les gens se sont installés. Donc la pénétration dans tout ça,
je vais être un petit peu taquin, c'est une sorte d'obsession c'est la cerise sur le gâteau d'un petit sous-groupe qui s'agite beaucoup autour de cette question. Je crois que dans leur vie, les gens ont une vision beaucoup plus vaste, beaucoup plus complète de ce qu'est la pénétration et de ce qu'est l'érection. Beaucoup moins. Et d'ailleurs, moi, j'entends des hommes qui témoignent et qui aiment avoir des relations sexuelles et qui n'ont pas obligatoirement besoin de pénétrer leur partenaire. Et réciproquement. Et réciproquement chez les femmes. Mais c'est pareil, hein, une femme aime voir l'érection de son compagnon, même si elle n'en fait rien. Hein. Ouais. C'est quelque chose qui, du coup, elle se sent désirable, elle sent qu'il est viril. Enfin, il y a tout ça c'est presque. C'est une dimension phallique dans le bon sens du terme. Oui, tout à fait. C'est c'est quand même une représentation de la vie, mais au sens originel du terme. Toutes les statues depuis la nuit des temps nous l'ont prouvé. Enfin, il faut à un moment donné quand même ne pas renier ce qui fait l'humanité quelque part. Si je puis ajouter quelque chose, Brigitte, j'ai rencontré quelques responsables de centres de PMA, de procréation médicalement assistée, en leur demandant s'ils ont un programme pour les troubles de l'érection. Parce que l'absence d'érection, c'est une cause de non-fécondité d'un couple. Bien sûr. Et devinez quelle est la réponse ? Non. Non, Et pourquoi je leur ai posé la question ? Parce que j'ai beaucoup de patients qui viennent, qui disent... Parce qu'ils voudraient faire un enfant. Je veux un enfant, et moi, la plus grande récompense, c'est de recevoir le faire-part d'une naissance d'un papa que j'ai opéré il y a 2 ans. Vous voyez, ça, alors, je précise parce que je ne l'ai pas encore dit, Eric Allaire, excusez-moi, hein, vous êtes professeur de chirurgie vasculaire et endovasculaire, mais vous êtes aussi, vous opérez aussi des jeunes hommes qui ont des fuites veineuses au niveau du pénis et qui donc ne peuvent pas maintenir une érection. Et grâce à vous, en tout cas à cette opération, ils trouvent enfin une érection et ils peuvent donc enfin avoir une relation sexuelle avec leur compagne et donc éventuellement devenir père. Hein. Et ça touche parfois des hommes qui ont 18, 20 ans, 25 ans. On n'est pas obligatoirement toujours avec des hommes d'un certain âge. Hein. Complètement, c'est 1 à 2% des hommes de moins de 25 ans. Donc c'est énorme, c'est pas une maladie rare, c'est énorme. Oui, absolument. Voilà. Et juste une chose aussi que je trouve extrêmement intéressante concernant ces jeunes hommes qui, pour certains, n'ont jamais eu d'érection. Je leur demande, mais comment est-ce que vous en êtes aperçu ? Alors, la question semble un peu bête, parce qu'on se dit, forcément, on voit qu'on n'a pas d'érection. Eh bien, pas du tout. Ben non, parce en général, c'est avec le premier. Normal de pas en avoir quand on n'en a jamais eu. Enfin, absolument. C'est avec la première partenaire qui leur a dit mais attends là il y a quelque chose il manque quelque chose qui va pas quoi. Et disent j'avais vaguement l'idée mais j'ai su que j'avais cette maladie-là avec ma première partenaire. C'est d'autant plus étonnant à l'heure de la pornographie. On a des représentations incroyables, permanentes, je dirais, de l'érection, si on le souhaite, sur son smartphone. Eh bien, malgré tout, le fait de voir une image d'érection ne suffit pas à vraiment comprendre ce qui peut se passer de son propre corps. Donc, imaginez l'érection d'une part, la pénétration d'autre part, la complexité, mais aussi la richesse de ce que ça représente. Donc les propos comme ça, un peu de rencontre et d'automne, du champignon qui pousse, c'est intéressant parce que ça nous permet, comme vous le dites, de nous intéresser à... Absolument. Et je voudrais juste, avant de donner la parole à ceux qui nous écoutent et qui sont déjà nombreux à réagir, je voulais juste rappeler que la correspondance, si je puis dire, pour les femmes de l'érection, c'est la lubrification. Hein. Et on sait aussi à quel point les femmes qui ont des difficultés de lubrification se sentent très gênées et ont l'impression justement qu'elles ne sont pas aptes à avoir une sexualité harmonieuse, positive, etc. Donc je le signale pour que les femmes comprennent un peu mieux ce que ça peut signifier pour les hommes. On fait une petite pause, c'est Yann qui va commencer avec nous sur Sud Radio. Sud Radio, votre attention est notre plus belle récompense.
14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Quelle est l'importance de l'érection? C'est notre sujet aujourd'hui avec Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire. Nous en parlons avec vous et bien sûr, votre avis nous intéresse et vos questions sont les bienvenues. Bonjour Yann. Oui, bonjour Brigitte, bonjour docteur Haller. Bonjour Yann. Alors, juste pour reprendre un petit peu votre introduction, si je peux parler comme ça, il y a aussi un aspect qui est intéressant, c'est pour certains la symbolisme de la puissance, puisque l'homme rentre et la femme reçoit. Et je pense que là aussi, il y a peut-être des messages qu'il faut faire passer, parce que on n'est pas toujours dans cette, dans cette attitude-là. Et c'est vrai que l'érection, quand elle est liée à la puissance, eh ben, ça peut être pénalisant lorsqu'il n'y en a plus. Mmh. Bien sûr. Et voilà. Et moi, ce que je voudrais dire, c'est que j'ai eu le privilège, malgré moi, de vivre toutes les phases, puisque ayant eu une prostatectomie radicale, je me suis retrouvé sans érection pendant une période, une latence qui est un petit peu normale le temps que votre système nerveux se reconstruise. Mmh. Et ensuite, j'ai retrouvé ma vie sexuelle quasiment normale. Et puis maintenant, je suis un peu plus âgé, puisque ça s'est passé il y a maintenant presque une quinzaine d'années. Et maintenant, avec l'âge, il y a des dysfonctionnements intimes, mais que l'on peut traiter relativement facilement. J'ai envie de dire, enfin, il existe aujourd'hui, bien sûr, des médicaments qui fonctionnent pas trop mal. Oui. Moi, ce que je voudrais dire, c'est qu'il faut toujours avoir de l'espoir. Il y a quand même aujourd'hui, bon, malheureusement, comme vous le disiez, il y a peu de services qui traitent tout ça, mais il y a quand même aujourd'hui des gens qui s'y sont intéressés, dont vous, dont Brigitte, etc., qui permettent de voir qu'il existe des voies, qui sont pas forcément totalement médicales d'ailleurs, mais qu'il existe des voies qui seront forcément uniques pour chacun, puisque c'est notre caractéristique, nous sommes uniques, et ces voies-là, elles permettent de retrouver du plaisir. Je crois. Oui, allez-y, pardon. Ah non, je vous écoute. Et je dirais que, comme vous le disiez tout à l'heure, l'érection pour un homme c'est essentiel parce que c'est quand même la façon dont sa partenaire va voir qu'il a du désir pour sa partenaire. Et ça reste quand même assez fort. Et n'avoir aucune érection, ça peut être très très dérangeant. Ça m'arrive par moments, et c'est vrai que j'ai la chance aujourd'hui d'avoir une partenaire qui comprend ça très bien, et avec qui on arrive à avoir des moments, je dirais, d'intimité, de tendresse et de plaisir, sans forcément avoir d'érection. Mais voyez Yann, je rebondis sur ce que vous dites. En effet, pour un homme, montrer son érection à sa partenaire, c'est à la fois lui montrer qu'il la désire, qu'il l'aime, qu'il est là. Et comme je le disais hier, nous, on va s'offrir à vous, mais vous nous offrez aussi votre érection. Oui, alors surtout, c'est qu'il s'agit d'un réflexe conditionné. Entre guillemets. Oui, vous n'êtes, c'est pas sur commande, hein, c'est ça que vous voulez dire. Hein. Ouais, exactement. Il paraît. C'est un peu plus sur commande avec l'âge, parce qu'on maîtrise mieux. Mais j'ai envie de dire, au départ, c'est un réflexe complètement conditionné, c'est-à-dire je te désire et j'ai une érection. Alors que on peut aussi se dire que pour l'homme qui n'a plus d'érection, comme ça m'est arrivé, et à l'époque j'avais une partenaire qui était beaucoup plus jeune que moi, avec qui j'avais beaucoup de plaisir. Et pour moi, c'était terrible de ne plus avoir d'érection. Parce que je ne pouvais plus lui montrer... Enfin, elle ne pouvait plus voir que je la désirais. Alors qu'en fait... et d'ailleurs, pour beaucoup de femmes, lorsque l'homme a une panne, même si c'est une panne comme ça, provisoire, elle se sent non désirée. C'est ce qu'on entend souvent. Hein. Non désiré, voire trompé. Ouais. Oui, bien sûr. Alors, c'est ce témoignage dont on parle. Oui, ce qu'on peut dire aussi qui est amusant, c'est que il m'est arrivé une fois, hein, pas deux, mais une fois, d'avoir du plaisir, un orgasme sans érection et sans pénétration. Donc je pense que là aussi, on est tous des apprentis sorciers et il faut se découvrir. Il y a plein de choses qu'on connaît pas et puis surtout, il n'y a pas de mode d'emploi. Ça va être la bonne personne au bon moment qui va faire que ça va marcher. Oui, votre témoignage d'abord est riche, formidable parce qu'il est multiple, riche et puis ancré dans la vie et dans ce que
on sait d'être parfois difficile dans l'existence. Donc c'est d'autant plus précieux, je crois, à entendre. Il y a des moments de doute. Hein. Absolument. Et peut-être, moi, il me semble, en vous entendant, que j'entends quelque chose qui est la chose suivante. C'est qu'en fait, un trouble de l'érection, ça peut complètement anéantir un homme et un couple, d'ailleurs. Hein. Mais ça peut être aussi le départ d'une, comme vous l'avez dit, d'une exploration. Alors c'est vrai dans la manière de se procurer du plaisir, hein, c'est-à-dire qu'il n'y a pas que la pénétration, il n'y a pas que l'érection. Et ça, je l'entends de quelques patients qui disent ok, nous avons trouvé une autre sexualité. Bon, simplement, nous voulons retrouver les érections, etc. Sinon, ils viennent pas me voir, hein, bien sûr. Oui, mais je dirais aussi quand même que ça dépend aussi de la maturité du couple. Oui, sans doute. Voilà, quand on a 20 ans ou 25 ans ou 30 ans, je dirais qu'on est plus orienté vers la performance. Quand on a, comme aujourd'hui, 65 ans, la performance, elle a un sens. Mais aujourd'hui, c'est surtout la relation qui importe. Et ce qui importe, c'est de savoir si on est bien. J'ai envie de dire, après acte sexuel ou pas, c'est pas dramatique. Oui, mais Yann, je suis assez d'accord sur la notion de performance, mais je pense qu'il ne faut pas oublier que quand un homme démarre sa sexualité, il a envie de se prouver déjà à lui-même qu'il est capable, qu'il va tenir, qu'il va bander comme il a envie, etc., etc. Vous voyez, je crois que c'est important bien de rappeler ça, parce qu'on a toujours tendance à penser que l'homme veut être performant pour prouver que, vis-à-vis des autres, etc. Mais c'est d'abord vis-à-vis de lui-même, et c'est ça qui est quand même important à comprendre, c'est que quand on est, par exemple, quand un homme a sa première panne, suivant sa maturité sexuelle, ça va être pris avec un peu d'humour, ou ça va être un véritable drame. Tout à fait. C'est peut-être aussi vrai que l'homme, quand il se retrouve dans une panne sexuelle, il a honte, alors que en fait, on est unique, et j'ai envie de dire, on peut pas se comparer. J'ai envie de dire. Honte, pas tous, quand même. Mais là où vous avez raison, je me souviens d'un témoignage que j'ai eu récemment d'un homme qui, la première fois avec une femme, il a pas pu assurer. Elle s'est moquée de lui, et il a mis un temps fou à oser reprendre une vie sexuelle essayer une vie sexuelle avec quelqu'un d'autre. Donc on voit bien que c'est quand même un enjeu terrible pour l'homme, l'érection. C'est tout à fait vrai. Et ce qui est dommage, c'est que quand on regarde aujourd'hui l'offre, je dirais, pour essayer d'aider les gens à retrouver une sexualité normale et donc une érection normale, elle est très très faible. Hein. Oui. Moi, et l'information n'est pas là. Très limitée. C'est mondial. Et vous voyez, j'étais au Canada la semaine dernière. J'ai fait une conférence dans la grande université McGill. Pourquoi ? Pour voir ensemble si nous pouvions les aider à installer une plateforme d'exploration des causes de l'érection. Vous voyez, c'est quand même l'Amérique du Nord, avec tout ce que ça représente de sophistication sur le plan médical, sur le plan scientifique, sur le plan sociétal. Brigitte Lahaye me rappelait tout à l'heure que les Canadiens sont extrêmement forts et ont eu beaucoup d'initiatives très précoces dans le domaine de la sexologie. Donc, c'est dire que le chemin est encore extrêmement long. Moi, je crois que ça progresse, et que des témoignages comme le vôtre sont tout à fait précieux dans ce sens. Et nous avons besoin, il y a une grande difficulté. Nous avons, je dis nous, c'est la communauté de l'ensemble de ceux et celles qui souhaitent aider. Alors, c'est plein de métiers, c'est plein de positions dans la société, il y a beaucoup de gens. L'une des difficultés, c'est le témoignage. J'opère évidemment beaucoup d'hommes qui retrouvent leurs érections, mais il n'y en a aucun. Et d'ailleurs, si c'était le cas, je lui demanderais d'être extrêmement prudent, qui accepterait de témoigner à visage ouvert en disant j'ai été opéré, maintenant j'ai des érections, etc. Ce qu'on comprend complètement. Mais il y a toute une difficulté. Vous voyez, il n'y aura jamais de lobbying
des hommes malades d'érection auprès de l'Assemblée nationale pour qu'on fasse un programme de santé. Je ne bande pas, ça marchera pas. Non, ça sera pas évident. Ouais. Donc il y a cette difficulté-là, d'où je crois la richesse de votre témoignage. Et encore, je trouve qu'on en parle plus aujourd'hui qu'il y a une vingtaine d'années. C'est quand même quelque chose de, peut-être grâce au fait qu'il y a des solutions comme le Viagra. Donc c'est moins grave parce qu'avant, il y a 30 ans, quand il y avait pas quand il y avait des problèmes graves d'érection, il n'y avait pas de solution. Rappelons quand même que on critique parfois la médecine, mais elle apporte un bien-être dans bien des domaines. Merci beaucoup Yann de votre témoignage. Merci vraiment. On fait une petite pause et on retrouve le témoignage d'une femme dans un instant. Vous voulez parler à Brigitte Lahaie? 0826 300 300. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous sommes aujourd'hui avec Éric Haller et nous sommes dans le vif du sujet, dans le cœur du réacteur. J'allais dire, oui, j'avais cette image parce que c'est vrai que l'érection, c'est quand même le cœur de cible, si je puis dire, de l'acte sexuel. N'est-ce pas, Belinda? Bonjour. Oui, bonjour. Bonjour à vous deux. Bonjour, Belinda. Bonjour. Alors, je vous écoute, allez-y. C'est bien d'avoir l'avis des femmes aussi. Oui, je crois que c'est important parce que ça nous concerne. Un peu, oui. Enfin, je trouve, oui. Ça me plaît beaucoup. Alors, vous voulez mon avis ou un témoignage? Qu'est-ce qui vous intéresse le plus? Ce que vous avez envie de nous dire. Alors moi, j'ai eu donc beaucoup d'expérience avec des hommes qui avaient des problèmes d'érection. Et c'est vrai que j'ai toujours été dans la bienveillance. Parce que je suis quelqu'un qui suis très branché spirituel. Donc j'ai essayé de parler du problème avec la personne. Donc de ne pas la mettre à mal. De lui dire qu'on pouvait faire autrement, qu'il n'y avait pas que l'érection chez un homme qui était importante. De lui expliquer aussi que pouvait y avoir un problème soit de santé, soit d'une expérience autre qui avait fait que ça n'avait pas fonctionné et que ça avait bloqué la personne et que c'est important d'en parler. Donc moi j'aborde toujours le sujet en demandant s'il a des problèmes de santé, parce que c'est vrai qu'on parle forcément du Viagra, des injections, mais on parle pas des problèmes de médicaments qu'une personne peut prendre, puisque certains médicaments peuvent provoquer des problèmes d'érection. Bien sûr. Oui. Et ça, on n'en parle pas. On n'en parle pas du tout. Donc moi, j'ai toujours essayé d'aborder, comme je vous disais, le sujet avec bienveillance et avec respect, parce que ça peut aussi nous arriver à nous, les femmes, d'avoir des petits problèmes de panne. J'ai vécu des expériences aussi où, par contre, la personne n'était pas du tout romantique et j'ai eu notamment une expérience il n'y a pas très longtemps où le monsieur m'a dit je peux me faire une injection dans le sexe et je peux te montrer. Bon, ça l'a pas fait, effectivement, ça l'a pas fait du tout parce que c'était pas abordé d'une bonne façon. Je n'ai pas dit à ce monsieur que c'était pas correct, mais je lui ai fait comprendre que voilà, ça passait, le message passait mal. Il n'avait pas la façon, mais peut-être qu'on lui a pas expliqué non plus. Je pense qu'il était dans une démarche où c'était compliqué pour lui. C'est vrai que je trouve que pour les hommes... Mais vous savez, peut-être que vous avez mal interprété aussi ce qu'il était en train de vous dire. Peut-être qu'il voulait obtenir une érection pour vous et non pas pour vous montrer à quel point il est capable d'en avoir une. C'est toujours le problème de la sexualité. Il y a toujours deux versions qui sont parfois très contradictoires. Alors, je ne pense pas l'avoir mal interprété, c'est que ça a été très mal présenté. Je pense qu'il a été très maladroit, ce monsieur. Voilà. Je pense qu'il a été maladroit et j'ai pu en reparler avec lui en lui disant que voilà, c'était pas quelque chose qu'on abordait de la façon dont il l'avait abordé. Mais j'ai quand même pu en parler avec lui. Mais vous savez, Belinda, quand on est très maladroit ou maladroite, d'ailleurs, sur des questions de sexualité, c'est généralement parce que il y a quelque chose qui est compliqué pour nous et qu'on n'est pas très à l'aise avec le sujet. Tout à fait, c'est tout à fait ça. Après, moi, dans les relations que j'ai pu avoir, c'est vrai que j'ai expliqué aux hommes qui avaient ce problème-là qu'il y avait d'autres façons de faire l'amour. Et puis au fur et à mesure, voilà, ça peut engendrer une érection. Moi, je suis tombée sur quelqu'un qui n'avait pas eu d'érection depuis des années.
Et en fin de compte, on a fonctionné d'une autre façon, parce que je suis quelqu'un d'assez libéré et d'assez libre dans ma sexualité. Et en fin de compte, ce monsieur a plus de problème en suivant dans sa sexualité. Bien sûr, ça c'est très très important. Il n'y a rien de pire que de se focaliser sur ces érections ou les érections dans un couple. Rien de pire pour mettre en danger ces érections, parce que ça devient une véritable obsession, ça devient un stress. Et on sait, il y a toute une mécanique d'hormones, de molécules qui sont libérées dans le stress, qui font tomber l'érection. Donc c'est une espèce de cercle comme ça qui s'auto-entretient. Et ce que vous dites est très très important. Dans les difficultés d'érection d'un couple ou d'un homme, l'idée d'essayer d'échanger, d'avoir du plaisir, un érotisme non centré sur l'érection est parfois une bonne manière de faire sauter ces verrous C'est d'ailleurs souvent ce que conseille un sexothérapeute, de dire pendant quelque temps vous avez le droit d'avoir des relations sexuelles mais sans pénétration, pour justement laisser la possibilité à l'homme de déstresser à l'idée de ne pas avoir d'érection. C'est ça, moi ce que j'expliquais à ce partenaire, c'est que il y avait de jouer, il y avait d'autres façons de donner du plaisir à une femme. Et je pense que dans cette relation que j'ai eue, justement, ça a cassé le fait que il se sentait plus un homme, et c'est revenu petit à petit. Malgré tout, c'est revenu petit à petit. Voilà. Oui, vous lui avez redonné confiance, et la confiance venant, et il a retrouvé son autonomie. Bien sûr. Eh bien, vous êtes une bonne infirmière sexuelle, Belinda. Je sais pas, je suis surtout bienveillante, je crois. Je crois que c'est important. Je crois que c'est important. Et le petit message que je ferai passer à certaines femmes, c'est que, parce que je trouve que c'est aussi important de faire passer des messages aux femmes. Je pense qu'il faut savoir écouter l'autre. Ça, c'est important. Parce que si on n'écoute pas l'autre dans la sexualité, on démolit une personne. On la démolit complètement. Oui, mais le problème, Belinda, pour écouter l'autre ou les autres, il faut déjà s'être écouté soi-même et être en paix avec soi-même. Et ça, c'est pas si facile. Ah mais non, mais tout à fait. Et c'est pour ça d'ailleurs que la sexualité est si compliquée, parce que quand on met deux personnes qui ne se sont pas suffisamment écoutées eux-mêmes, comment peuvent-ils écouter l'autre ? Et ça fait bien des soucis. Bon, en tout cas, bravo. Et puis je crois qu'on va décerner un de ces jours des médailles pour les personnes qui sexuellement sont capables de faire du bien aux autres. Oui. Merci Belinda. Bonjour Franck. Bonjour Eric, bonjour Brigitte. Bonjour Franck. Quel dynamisme. Merci. Alors la première question évidemment, c'est avez-vous déjà eu des pannes érectiles ? Il y a très longtemps, ça m'est arrivé 1 ou 2 fois maximum dans ma tendre jeunesse. Dans votre jeunesse, donc c'était le stress visiblement. Même pas, c'était pas du tout le stress, j'avais une très très forte activité sexuelle et peut-être à ce moment-là, moins de désir, voilà. Trop c'est trop. Je sais pas exactement. Trop c'est trop. D'accord. À un moment donné, votre pénis vous a dit repos, laisse-moi tranquille. Va faire des courses, regarde un livre, mais... Laisse-moi un peu me reposer, je suis fatigué. Alors, deuxième question, justement, puisque vous avez été très très actif, combien avez-vous eu de partenaires à peu près, je ne demande pas un chiffre exact. 10, 50, 100, 1000 Non, pas 50, non, j'aurais aimé, mais non, je n'ai pas la capacité. Je sais pas, on va dire dans les alentours, une vingtaine de personnes, de femmes. C'est au-dessus de la moyenne déjà. D'accord, très bien. D'accord. Et dernière question, est-ce que vous avez un fantasme particulier que vous auriez comme ça envie de nous raconter ? Même si c'est pour ne pas le réaliser, bien sûr. Alors le fantasme, il est assez commun, mais faire l'amour à 3, on va dire, avec ma femme et d'autres partenaires sexuels. Et d'autres ou une autre ? Peu importe. N'importe, bon. Je sais pas. On met tout dans le tas, d'accord. Bon, voilà, on y va, on laisse faire, et puis on verra bien ce qui se passe. Une orgie, quoi. Pourquoi pas, moi je suis ouvert à tout. Non, mais je vois bien. Très bien, vous pouvez poser une question à Eric Aller, il vous écoute. Allez-y.
Alors, petite question. Qu'est-ce qui serait le pire, n'avoir plus d'érection ou en avoir une permanente? Alors je vais vous rassurer, quand on a une permanente, on finit par ne plus en avoir du tout. C'est tout le danger de ce qu'on appelle le priapisme, c'est-à-dire les érections fortes, les érections prolongées plusieurs heures, hein, qui exposent en fait à une destruction du tissu érectile, c'est-à-dire cette sorte d'éponge qui est dans le pénis, qui se gorge de sang pour créer l'érection. Quand l'érection est très très prolongée, c'est-à-dire au-delà de 2 heures ou 3 heures sans régression, il faut aller à l'hôpital. Donc, le priapisme, c'est quelque chose d'anormal, c'est une manifestation anormale de l'appareil érectile qui nécessite d'être pris en charge. Ne pas avoir... C'est pour ça, excusez-moi, mais je crois qu'on en profite pour donner la précision, c'est pour ça qu'il ne faut jamais mettre de garrot pour maintenir l'érection et les anneaux vibrants pas trop serrés. Il ne faut surtout pas s'endormir avec, ça c'est le grand danger. Oui, vous avez raison, absolument. Pas s'endormir avec, hein, c'est extrêmement dangereux. Donc je dirais que d'une manière générale, évitez de les utiliser. Mais alors, vous voyez, le priapisme, donc, c'est un phénomène aigu, d'accord? C'est-à-dire que ça arrive dans un temps court. Le problème des troubles de l'érection, c'est que ça suit une partie de la vie, voire toute la vie, quand ça démarre à l'adolescence. Et alors là, c'est autre chose. Un quart des patients que j'opère de fuite veineuse ont eu des idées suicidaires à cause de ce problème. J'en connais un qui malheureusement est passé à l'acte. Et il existe une surmortalité par suicide des hommes jeunes, par opposition aux jeunes femmes, par rapport aux femmes jeunes, de même âge, avec un facteur de 3, hein, c'est quand même beaucoup, il y a 3 fois moins. Alors on dit oui, c'est parce que les hommes sont plus violents, donc pour se suicider, il faut exercer une violence, donc on est plus efficace quand c'est du pipeau, parce que prendre malheureusement un grand tube de médicaments, ça ne demande pas spécialement de force physique. Donc non, il y a quelque chose en plus, et on peut vraiment, étant donné la présence de l'idée de suicide chez ces hommes qui consultent pour des troubles de l'érection graves, hein, je précise, on peut vraiment se demander s'il n'y a pas un rapport entre les deux. Donc vous voyez, les enjeux sont pas les mêmes. Le priapisme, c'est un enjeu de santé, mais qui débouche effectivement sur cette question d'une urgence médicale à traiter. Et pas d'érection du tout, c'est un paysage très menaçant pour la vie. Ça me rappelle un patient d'une 60aine d'années qui vient me consulter, qui n'avait plus d'érection depuis l'adolescence, qui n'avait jamais eu d'érection, depuis l'adolescence, il avait 60 ans. Hein. Et je l'interroge, à l'évidence, c'était des fuites veineuses qu'il avait, donc cette maladie dans laquelle le sang arrive dans le pénis mais ressort trop tôt. Et il me dit, vous voyez, je viens vous voir parce que je veux savoir pourquoi ma vie a été comme ça. De toute façon, je vais pas la changer, c'est trop tard. Je répare des motos dans mon garage. C'est ce qui remplit ma vie. Mais je veux savoir pourquoi j'ai été en quelque sorte condamné à ça, quoi. Donc l'absence d'érection, c'est aussi une condamnation de sa personne et de ce qu'on fait sur Terre. Ça va jusque-là. Alors ça semble très curieux, hein, parce que on a une vision très hédoniste, très joueuse en Occident de la sexualité en général et donc de l'érection. Mais en réalité, quand ça marche pas, c'est quelque chose qui est de l'ordre. C'est une vraie détresse, évidemment. Merci Franck, en tout cas. Merci à vous. On fait une petite pause et on vous redonne la parole sur Sud Radio 0826 300 300. À tout de suite. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Cam4.fr, le plus grand site de webcam live réservé aux adultes. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio. Nous continuons à évoquer l'érection en compagnie de Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire. Et je rappelle évidemment, si vous avez des questions à poser à Eric Haller pour justement régler vos difficultés érectiles, il pourra vous donner de toute façon une réponse et un diagnostic clair. Bonjour Patrick.
Oui, bonjour Brigitte et bonjour à Eric. Bonjour Patrick. Eric Allaire. J'ai appelé, déjà avant de donner mon témoignage, parce que je voudrais effectivement donner un témoignage sur l'importance de la réaction, l'érection, c'est un lapsus, et un avis en fait sur les petites réflexions que j'ai eues étant plus jeune sur ces problèmes-là, et puis le parcours de santé que j'ai entrepris depuis que j'ai entendu sur votre antenne, Eric Allaire. Je l'ai entendu au mois de janvier et je suis à mi-parcours et j'ai déjà progressé, et je pense qu'en juillet je serai un peu fixé. Alors donc le premier point, c'était déjà pour remercier Brigitte et tous les intervenants qui viennent aussi, et les auditeurs qui font part de leurs expériences. Ça, je trouve ça très intéressant pour que nous, auditeurs, on gagne un peu en confiance. Ça, c'est très important. Et également, ça nous instruit aussi sur les sujets que vous abordez, hein. Et aussi, ça nous invite également à passer à l'action. Et je reprendrai une phrase de Brigitte qui dit souvent, le plus important, il faut aller voir tout ça sur le terrain. Alors, en fait, ce que je vais vous dire, en fait, c'est un peu ça sur tout ce que j'ai entendu et écouté depuis une vingtaine d'années. Alors, pour l'importance de l'érection, moi, effectivement, je suis un peu d'accord avec Yann, et je dirais que c'est plus un sentiment d'être vraiment un homme, en fait, quand on a une érection. Parce que si on l'a pas, là, tout tombe, on commence à paniquer, on déprime. Moi, ça m'est arrivé quelques fois de pas en avoir, et donc, finalement, ça touche à l'identité de l'homme sur le plan symbolique. Ça va même jusqu'à, sur le plan symbolique, on a l'impression d'être plus en vie. Je pourrais faire le parallèle avec la petite mort et la grande mort. En fait, c'est très bizarre sur le plan symbolique. On est complètement anéanti. Et puis un autre truc, alors là, c'est là où je voudrais amener ma contribution, et c'est par rapport à mon âge. En fait, moi, j'ai commencé ma sexualité à 20 ans. Moi, j'ai 67 ans. Et à cette époque-là, il n'y avait pas de bouquin, il n'y avait pas Brigitte Lahaie et son émission. Et qu'est-ce qui se passait dans la tête des jeunes hommes de 20 ans dans les années 70, 80? On se posait pas de questions, en fait. Moi, j'étais marié à cette époque-là. J'avais envie dans la chambre, je me posais pas la question. Et puis, j'avais un rapport sexuel, je dominais positivement mon épouse, je la prenais quasiment de manière animale sans me poser de questions. Alors qu'aujourd'hui, on est plutôt en train de se dire, est-ce que je suis autorisé, est-ce que je dois demander? Et même, je me rends compte en préparant l'émission qu'en fait, depuis que j'ai quitté cette femme, où je me posais pendant 30 ans aucune question, j'ai jamais eu un seul problème. Et le problème, c'est qu'après ça, j'ai connu d'autres femmes, et là je suis avec une femme depuis 13 ans, eh bien j'ai découvert en fait que je lui demande à chaque fois, est-ce qu'on pourrait faire un petit câlin? À chaque fois je demande. Ça veut dire que j'ai complètement changé à partir de 50 ans, c'est-à-dire depuis 2010, je demande. En fait, ça change tout parce que ma part animale a disparu en fait dans les rapports. Alors, je préciserai quand même, puisque on a à peu près le même âge, Patrick. Moi, quand j'avais 20 ans, j'ai quand même rencontré beaucoup d'hommes qui étaient attentionnés et qui me demandaient. Ne faisons pas une généralité parce que sinon, on va encore taper sur le patriarcat. Voilà. Non, mais c'était dans mon histoire de couple. En fait, oui, bien j'avais sûr. pas de bouquin, j'avais aucune. En fait, il y avait aucune référence en fait. Et vous n'avez pas été aidé par une éducation parentale, etc. Et donc, et la pulsion était là. Pulsion à 20 ans. Et alors, ce qui était assez amusant, et ça, vous en parlez souvent, je me suis retrouvé dans une situation où vous l'évoquez souvent dans vos émissions. Eh bien, en fait, j'avais envie, donc j'avais rapport. Et la réflexion qu'elle me faisait, mon épouse, écoute, c'est vrai, vous le dites souvent, c'est vrai, j'avais pas envie, tu m'as prise, mais finalement, c'était pas mal. Alors en fait, ça pourrait être considéré comme un viol dans le couple, mais en fait non. Et elle m'a peut-être dit
peut-être en 30 ans, 3 fois, peut-être 3 fois non, ou non, je suis fatigué. Mais c'était juste pour parler de cette... que j'avais aucun problème d'érection, alors qu'aujourd'hui, j'en ai parce que je me pose la question, mais est-ce que ma partenaire peut ou pas? Alors, il y a un autre oui, mais ce que vous dites est essentiel. En effet, Patrick, quand on laisse la pulsion à l'état brut, c'est-à-dire voilà, l'animal, oui. Oui, il n'y a pas de stress, il n'y a pas de zéro stress. Et ça fonctionne. Et c'est vrai que je voulais, à l'occasion de cette intervention, évoquer cette question de l'animalité et aussi ce que je vis maintenant, l'intellectualisation du rapport sexuel. C'est-à-dire, je demande avant chaque rapport, est-ce qu'on peut faire un petit câlin ou pas? Bien sûr, mon épouse me dit oui, c'est bon, t'inquiète pas. Mais bon, j'ai toujours cette anxiété au fond. Est-ce qu'elle va dire non, oui ou non? Mais donc en fait, c'est quand même pas mal psy, quoi. Alors, il y a un autre truc que je voulais dire aussi, mais ça c'est une chose que vous avez dit dans pas mal d'émissions, c'est qu'il m'est arrivé plusieurs fois d'avoir une critique d'une femme qui me disait finalement tu fais toujours ça pareil. Et bien en fait la critique chez l'homme, en fait c'est hyper mal vécu parce que c'est un poison. Mais c'est la folie parce que moi je me rappelle l'inverse où on m'a dit alors c'était extra, c'est formidable, et là bizarrement je me redressais comme un Espagnol qui bombe le torse, qui est el hombre, el hombre, et je suis fier parce que ma femme m'a dit mais c'était extra, c'était formidable. Donc ça veut bien dire que quand on démolit le mec, en parole, il y a plus rien. Moi je me rappelle. Donc vous êtes en train de me dire, Patrick, que le sexe faible c'est l'homme. Oui, parce que moi en fait, oui, parce que je bande plus rien, et pourtant la nana qui m'a dit ça, mais elle était canon, je crois que c'était sûrement une des plus belles femmes que j'ai eues dans les bras. Et bien moi j'étais complètement j'étais très touché. Alors je vais peut-être parler maintenant du problème que j'ai aujourd'hui maintenant avec cette précaution, le consentement à fond les ballons, etc. Maintenant, j'ai eu peur en fait quand j'ai entendu Eric Haller, vraiment très peur. Comme je suis un anxieux, c'était en janvier 2024. Il a dit si vous avez une absence d'érection, il va falloir vous inquiéter souvent si ça se répète. Et il se trouve que toutes les semaines, je suis tout seul, parce que je suis en couple, en fait, je suis un couple entre guillemets moderne, je sais pas si c'est moderne, mais la semaine, je suis chez moi, et je suis tout seul, et j'ai aucune érection. Et le week-end, à partir du vendredi soir, donc c'est bientôt, le vendredi soir, je retrouve mon épouse, et là, tout d'un coup, j'ai envie, j'ai des érections, elles sont pas triomphantes, mais voilà. Donc quand j'ai entendu ça, j'ai été hyper inquiet, et donc la première chose que j'ai découvert en fait c'est qu'en fait Brigitte et puis Eric m'ont rassuré, et l'idée de commencer un parcours de santé, ça m'a vraiment aidé. Alors en fait, j'ai suivi des conseils. Donc, alors j'ai commencé par déjà avant d'appeler mon médecin traitant, c'était vachement dur parce que c'était une femme. J'ai appelé un ami cardiologue. Et quand je lui ai raconté ça, il me dit mais c'est normal, moi j'ai des clients tous les jours comme ça. Sauf que voilà. Et alors donc, je lui ai dit dis-moi ce que je dois dire au médecin. Alors c'est mon ami cardiologue. Patrick, on va vous retrouver, mais là après les infos, vous allez préciser la question que vous avez envie de poser à Eric Haller, parce que sinon il y aura plus de place pour les autres, parce que vous êtes particulièrement loquace. Et puis on se retrouve après les infos, mais vous n'échapperez pas à la devinette, Eric Haller. Ah non. À quel moment le fait d'être au bout du rouleau est totalement insupportable? Vous avez le temps des infos pour me donner la réponse. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. 14h-16h, Brigitte Lahaie, Sud Radio.
Eh bien, nous sommes toujours avec Eric Haller, professeur de chirurgie vasculaire, qui nous parle chaque fois qu'il vient de ces problèmes érectiles, notamment chez les jeunes avec les fuites veineuses. On va redonner la parole à Patrick qui va essayer de poser sa question clairement, Patrick. Et avant, je voudrais la réponse à ma devinette, Eric Haller. À quel moment le fait d'être au bout du rouleau est totalement inconfortable ? Si, quand on est aux toilettes et quand on est au bout du rouleau, c'est franchement embêtant. Patrick, alors, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Alors Patrick, une question, je vais faire comme avec mes patients. Une question en une phrase et une réponse en, une ou deux phrases. Oui. Allez-y. Patrick, votre question ? Ah oui, la question en fait c'est quelle est la part du psy par rapport au médical, parce que moi j'ai l'impression dans mon histoire... ça c'est pas une question là, une seule phrase. Ah oui. Donc quelle est la part du psy par rapport au médical ? Oui, c'est bon, Patrick. C'est bon. La réponse. On a entendu, même si j'ai beaucoup aimé votre témoignage avant. Alors, la part du psy par rapport au médical. Une grande confusion. Et un grand drame, c'est-à-dire que malheureusement, le corps médical est éduqué actuellement pour penser que l'essentiel des troubles de l'érection, c'est du psy. Pourquoi ? Parce que face à un homme qui a le problème d'érection, on lui demande mais est-ce que par exemple vous appréhendez quand vous avez un rapport sexuel de pas y arriver, etc. Alors, évidemment, on répond oui. Vous imaginez, vous n'arrivez pas à avoir d'érection du tout. C'est stressant. Donc on dit oui, donc c'est psychologique, vous voyez bien. Bon, alors que c'est exactement l'inverse, c'est-à-dire que c'est la maladie qui bloque les érections et le blocage d'érection qui, en conséquence, crée un stress et donc toute une psychologie. Vous voyez, le schéma principal, c'est celui-là. Après, ça va tellement dans les deux sens. Il y a la médecine psychosomatique, c'est quelque chose. Le corps et l'esprit sont reliés et on le sait pour tout, pas simplement pour l'érection de toute façon. Ça répond à votre question ? Absolument, ça répond à la question de Patrick. Merci Patrick en tout cas, merci beaucoup de votre témoignage qui était également très riche en tout cas. On retrouve Karen maintenant. Bonjour Karen. Bonjour Patrick, bonjour Brigitte. C'est Eric qui est avec nous. Pardon, excusez-moi. C'est pas grave. C'est l'auditeur d'avant, c'était Patrick, donc excusez-moi. Oui. Je vous en prie. Alors moi j'ai jamais été confrontée à quelqu'un qui n'avait pas du tout d'érection. Par contre, que ce soit mon ex-mari ou mon conjoint actuel, ça peut arriver effectivement, ou ça a pu arriver qu'il y ait des pannes. Et je suis pas du genre à m'offusquer, à mal le prendre ou à ce genre de choses parce que ça peut être lié à tellement de facteurs. Mais je trouve qu'il y a plein de solutions, y compris si on le décide ensemble, dire écoute, pas maintenant et puis ce sera pour plus tard. Et plus tard ça peut être demain sans problème, voilà. Le truc pour moi qui est important, c'est d'en parler. C'est de pouvoir communiquer, c'est pouvoir de dire est-ce qu'il y a quelque chose, t'inquiète pas, c'est pas grave. Au même titre, comme je le dis, moi ça peut m'arriver. Ça a pu arriver que en cours de rapport, ça devienne pas agréable parce que ça a duré un peu longtemps ou des choses comme ça. Et ça peut être valable pour l'un comme pour l'autre. Et pour moi, la priorité, c'est vraiment d'en discuter, de se dire oui, en fait, j'ai envie, mais voilà, j'ai bougé et ça m'a fait perdre l'érection, parce que c'est vrai que des fois, c'est lié juste à ça. Ça peut être lié à un moment, on est plus attentif à l'autre et du coup, on est moins attentif à soi et on perd un peu le comment je vais dire, le fil de l'histoire. Et je trouve qu'après, il y a plein, on a tellement diffusé aujourd'hui des solutions. On peut passer par les jeux, on peut passer par les sextoys, on peut passer par plein de choses que c'est pas dérangeant.
C'est bien, Karen. Peut-être qu'il y a une chose qu'on n'a pas dite, mais votre témoignage m'y fait penser. C'est peut-être plus facile de gérer la situation lorsqu'on est avec son partenaire habituel que lorsqu'on est dans une relation la première fois avec un inconnu où finalement on ne sait pas trop si c'est le stress, si c'est lui qui a des problèmes vraiment d'érection, si c'est parce qu'on lui plaît pas. Enfin, peut-être que ça c'est important aussi de le signaler. Oui, c'est possible. Alors, pour avoir discuté, parce que moi j'ai rencontré mon ami actuel par l'intermédiaire d'une appli, et on est plusieurs voisins et copains à avoir rencontré nos partenaires également via des applis. Et il y a quelque chose qui est ressorti chez les hommes, c'est que à la première fois où il y avait le risque qu'on passe sous la couette, on va dire, des jeunes et des moins jeunes, mais j'ai été surprise, surtout pour des jeunes, avaient eu recours à une petite aide extérieure, on va dire, de peur que lors de cette première fois, justement, il y ait un risque de panne. Mais oui, peut-être que c'est plus délicat pour l'homme. Aujourd'hui, oui. Je crois que ce que vous venez de dire, Eric Haller, c'est important. Les hommes aujourd'hui, on leur met la pression. Absolument. Il y a deux choses. D'abord, l'auditeur précédent parlait du sauvage. Le sauvage qui est en nous tous et toutes. L'animal. Oui, l'animal. Mais bon. Et puis, nous sommes des êtres de civilisation. Donc la civilisation nous modèle aussi à cet égard. Et c'est vrai que le modelage actuel de la civilisation pour les hommes vis-à-vis de leurs érections, c'est pas toujours extrêmement encourageant. Alors, quand on a un certain recul du privilège de l'âge, je pense que c'est pas un problème pour toutes sortes de raisons, mais quand on est très très jeune, c'est sûrement extrêmement difficile. Je pense que dans les années qui viennent, là, ça va être une véritable question pratiquement de santé publique, donc collective, qui est mais comment les jeunes gens vont faire pour se rencontrer. Et puis ça, du coup, il y a le second point que vous dites, c'est-à-dire ces rencontres que vous avez connues par les applis. Alors c'est formidable. C'est formidable parce que on choisit plus dans son village ou son quartier, on choisit sur la planète entière. Alors c'est un peu, comment dirais-je, un petit peu consommateur comme point de vue, je prie de m'en excuser, c'est pas du tout mon propos. Mais en tout cas, c'est quelque chose de très intéressant. Et la contrepartie de ça, c'est ce que vous décrivez, c'est-à-dire que le gars qui arrive là, il n'y a pas eu tous ces échanges humains, toutes ces rencontres qui créent la confiance, qui créent le désir, qui créent l'envie, et donc, la petite pilule finalement remplace tout ça. Vous avez raison, Eric Haller, parce que finalement, auparavant, on avait le temps de se rencontrer, de se mettre en confiance avant d'avoir... Tandis que là, ça peut être parfois une sorte de pression comme ça, immédiate, c'est pas toujours... Et puis je trouve que les hommes ont une pression aujourd'hui au sens large du terme. Alors vous en avez parlé, Brigitte, à plusieurs reprises dans différentes émissions sur différents sujets, mais je trouve que les hommes aujourd'hui ont pas une situation facile. Alors les tendances se sont inversées sûrement par rapport à ce que d'autres générations ont pu connaître, mais aujourd'hui il faut qu'ils soient... on retrouve un peu le côté de la femme qui devait être mère, épouse, amante, etc. Et là, on retrouve un peu la même chose sur le dos des hommes. Et donc, effectivement, ils se doivent d'être performants ou au moins au rendez-vous sur tous les domaines. Et c'est une pression qu'ils n'avaient pas forcément avant. Cela étant dit, Eric Haller, il n'y a pas de problème de prendre une petite pilule régulièrement de temps en temps. Faut rassurer aussi tous les hommes. Non, il n'y a pas de problème. Non, il n'y a pas de problème. Simplement, c'est quand même la marque de la numérisation de la vie en général et des rapports humains aussi tout à fait en général. C'est vrai pour les amitiés comme pour l'amour. Et ça pose
des problèmes nouveaux. Voilà ce que je veux dire. Et ces problèmes, il faut pas les négliger. Surtout, moi je pense beaucoup aux jeunes, voire aux très très jeunes. Je pense qu'il serait temps de les aider. Il serait temps de leur dire que ce qu'ils entendent à la radio, de groupes de pression, de gens qui ont des idées tout à fait intéressantes. Mais qui ne représente pas la vie dans sa complexité, dans sa richesse. Faut peut-être qu'ils aient une parole qui soit une sorte de guide bienveillant. Moi, je disais il y a une dizaine d'années, je disais est-ce qu'il faudrait pas remettre le flirt à la mode oui. Ça serait bien, mais bon, visiblement on n'en prend pas le chemin. Oh, je sais pas. Moi, je vois tout comme ça dans la rue, je trouve que ça flotte quand même beaucoup. Bien sûr. Il faut toujours se méfier. Les médias sont un miroir un peu grossissant, mais en même temps, ils ont une influence sur tout à chacun, évidemment. Merci Karen, merci beaucoup d'avoir pris la parole. Et puis on fait une petite pause et on retrouve Michel qui a également des questions, je crois, à poser. À tout de suite. Sud Radio, votre avis.